Bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis Emmanuel Dutheil, je suis le directeur de la rédaction du magazine Challenge. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde consacrée à une question qui est probablement l'un des grands débats économiques européens du moment. Comment réguler sans entraver l'innovation? La question n'est plus de savoir s'il faut réguler. Je vais quand même vous spoiler un petit peu, mais tout le monde autour de la table va reconnaître quand même que des règles sont nécessaires. En revanche, on verra si une question divise. Et cette question pourrait être: à partir de quel moment la régulation protège-t-elle et à partir de quel moment freine-t-elle l'innovation, l'investissement et finalement notre compétitivité? On va en débattre ce soir avec 5 intervenants, plus notre représentant habituel du cercle à qui je vais passer la parole dans un instant. Mais je vous présente Olivier Leroux, qui est le président du groupe Servier, Marie-Aude Thépaut, qui est la directrice générale de CNP Assurance, Lizzie Org, qui est la CEO de Latitude 59, Jacques-Philippe Gunter, qui est juste à côté de moi, là, associé chez Latman & Watkins, et Julien Brun, juste avant, qui est le directeur général de BetClick. Alors, vous en avez l'habitude si vous venez régulièrement à ces rencontres économiques. On débute toujours par la vision éclairée du membre du Cercle des économistes. On a la chance d'être ce soir avec Xavier Jaravel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous donne tout de suite la parole pour justement planter le décor. Merci Emmanuel, merci à toutes et à tous d'être ici, un peu tard un vendredi soir, merci d'être courageux. Donc sur ce vaste sujet de l'innovation et de la régulation, pour introduire, on peut se demander ce que dit la science économique de la régulation en matière d'innovation. Pourquoi réguler? Il y a un peu deux grandes familles d'explications. La première, qui est classique en économie, c'est de dire que les acteurs privés ne vont pas prendre en compte toutes les conséquences de leurs innovations. Parfois, par exemple, un bénéfice ne va pas être monétisable. Donc, l'exemple paradigmatique, c'est les émissions de CO2, toute la politique environnementale. Il faut réguler pour encourager à la production d'innovations qui réduisent le CO2. Et on a toute une série de régulations, les marchés carbone, l'interdiction du moteur thermique. Et donc ici, l'innovation donne une boussole, la régulation donne une boussole à l'innovation. Elle permet de monétiser certains types d'innovation. La deuxième grande catégorie, bien sûr, c'est celle à laquelle on pense probablement en premier lieu, c'est qu'il s'agit de protéger le consommateur contre des formes d'activité qui pourraient lui être néfastes. On peut réfléchir à plein de sujets, les jeux en ligne, des sujets, par exemple, où il faut faire confiance aux producteurs, par exemple sur des sujets de santé. Et donc on pense que la puissance publique est là pour garantir un cadre qui protège le consommateur. Donc, l'innovation peut être une boussole, elle peut être une protection bienvenue, peut-être aussi parfois qu'elle peut être un carcan. Donc dans des cas comme la révolution de l'IA générative, si vous régulez trop, si vous essayez de définir trop à l'avance ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas, vous n'allez peut-être du coup pas avoir d'innovation du tout. Et donc vous allez avoir un continent comme l'Europe, peut-être qui va avoir des gains de productivité beaucoup plus faibles que les États-Unis. Pour rappel, si on avait eu le même taux de croissance de la productivité en Europe qu'aux États-Unis sur les 30 dernières années, on serait aujourd'hui environ 40% plus riche par habitant. Donc on peut dire qu'il faut en fait essayer de distinguer entre des régulations qui ont des objectifs clairs et qui laissent aussi une marge d'adaptation sur les moyens aux différents acteurs, qui donnent de la prévisibilité et qui savent aussi évoluer à mesure que la technologie progresse. Je dirais en termes conceptuels, c'est ça les caractéristiques d'une bonne innovation. Et à l'inverse, si c'est d'une bonne régulation, à l'inverse, c'est des régulations qui génèrent de l'incertitude et qui ne permettent pas l'itération rapide, le test, l'apprentissage, ça peut s'avérer délétère. Donc cette table ronde part de ces constats, un peu conceptuels, mais je pense assez clairs, assez simples. Et c'est difficile d'être systématique en la matière, puisqu'on le voit bien, ça dépend, c'est toujours du cas par cas, et donc d'où l'intérêt, je trouve, de cette table ronde, pour penser les liens entre régulation et innovation, à travers de l'expérience pratique de ces éminents participants dans plein de domaines très importants et très variés. Et donc, je vous passe la parole, et j'ai hâte de voir
vos retours d'expérience, vos propositions, vos idées en la matière. Bah écoutez bien, parce que c'est vous qui aurez le difficile exercice de clôturer également cette table ronde, et bien évidemment vous pourrez poser quelques questions à la fin à nos différents invités. Je vais débuter avec vous, Olivier Leroux. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Servier, c'est un laboratoire pharmaceutique, très en pointe notamment sur l'oncologie, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 20% du chiffre d'affaires investi en R&D chaque année, une petite trentaine, 29 si on veut être précis, de médicaments distribués dans plus de 130 pays dans le monde. Quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez la norme est devenue un terrain de guerre économique. Est-ce que du coup, selon vous, l'Europe a parfois oublié que la régulation devait aussi servir sa compétitivité ? Alors, je rajouterai une caractéristique concernant notre laboratoire, c'est que nous sommes totalement indépendants, puisque nous n'avons pas d'actionnaire. Vous êtes même une fondation. Nous sommes gouvernés par une fondation, ce qui se donne beaucoup de sens à l'innovation, puisque, in fine, ce que nous réinvestissons, c'est ultimement pour le patient, puisqu'il n'y a pas d'actionnaires, ni familiaux, ni sociétés cotées. Les deux mots que sont innovation et régulation, nous les conjuguons au quotidien. J'en rajoute un troisième qui caractérise notre industrie, c'est la vision à long terme. Mais elle entre dans l'innovation et elle entre dans la régulation. Donc c'est très important et merci de nous avoir proposé de participer à cette table ronde, parce que nous vivons cela au quotidien. Je pense qu'il est important de reprendre et donner quelques éléments de contexte et de reprendre donc quelques données essentielles concernant la régulation et concernant l'innovation. La régulation, nous la vivons dans l'industrie pharmaceutique sur l'ensemble du cycle de vie du médicament, de la recherche. Alors ça peut être tout simplement la régulation relative au financement, mais évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, aux conditions qui visent à protéger le patient, bien évidemment. Dans le développement, c'est la même chose. Si ce n'est que dans le développement, les conditions ne sont pas les mêmes dans le monde en termes de régulation. L'accès au marché. Les conditions d'accès au marché sont extrêmement différentes et c'est la règle qui est donnée dans chacun des pays. Aux États-Unis, en Chine, en Europe et même en France, les conditions sont très différentes. Lorsqu'un médicament est sur le marché, les données en vie réelle ne sont pas traitées de la même façon. C'est la régulation aussi qui prévoit tout cela. Les data, les États-Unis monétisent la data, la Chine consolide la data parce que c'est une force pour aller plus vite et pour avoir des études qui coûtent moins cher. En Europe, nous régulons la data. Donc on a un élément de compétition qui fait qu'on freine l'innovation en partie. Donc une régulation sur l'ensemble du cycle de vie du médicament, une régulation qui est extrêmement mouvante, qui ne s'inscrit pas forcément dans le cycle à long terme de développement des médicaments, c'est important, et puis qui est hétérogène dans le monde. Ça devient un instrument géopolitique. Nous l'avons vu avec les États-Unis, MFN par exemple, ou les tarifs, et en Chine avec les data qu'ils n'exportent pas. Deuxième élément très important, l'innovation. Aujourd'hui, 50% des innovations pharmaceutiques viennent des États-Unis, 30% viennent de Chine, c'était 2% il y a 12 ans. 2%. Vous voyez l'évolution de la Chine. Et 20% de l'Europe, du coup ? Oui, mais qui a tendance à diminuer. Donc il y a vraiment une nécessité de réaction qui est importante. Je ne vais pas vous donner trop d'éléments, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, dans les maladies rares, il y a 90% des maladies rares qui n'ont pas de traitement. Et il y a 2/3 des maladies connues qui n'ont pas de traitement. Donc l'innovation est clé pour pouvoir traiter. Et maintenant, si on prend tout simplement une courbe démographique avec l'allongement de la durée de vie, les maladies chroniques, éventuellement une pandémie, il faut s'y préparer. Vous nous apportez que des bonnes nouvelles, là. La nécessité d'innover. Je vous dresse le décor qui est géopolitique et on peut comprendre pourquoi. Voilà. La nécessité de l'innovation est clé, avec, je crois, comme principale action à très court terme, avec des quick wins, c'est une meilleure utilisation des data, un partage des data, avec évidemment le booster qui concerne l'IA sur ces data. Donc une bonne régulation, c'est quoi ? C'est une régulation qui aide l'innovation, qui est plus claire, plus prévisible, qui nous donne de la visibilité, qui est proportionnelle, évidemment, proportionnée en fonction des États, qui est harmonisée. C'est comme ça qu'on permettra aux patients d'avoir accès à des innovations. Mario Teppo, je passe à vous. Le groupe CNP Assurance est une filiale de la Banque Postale. Plus de 8500 collaborateurs, 33 millions d'assurés en prévoyance et protection, 10 millions en épargne retraite, plus de 400 milliards investis dans tous les secteurs de l'économie. On est bon déjà sur les chiffres ? Exact. C'est pas mal. Alors, dans l'assurance, vous êtes probablement l'un des secteurs les plus réglementés d'Europe. Pour vous, pour qu'on puisse agir et innover, mais ce qui reprend un petit peu ce que disait Olivier, la régulation doit préserver, vous m'avez dit, des marges de manœuvre.
Oui, c'est absolument essentiel d'avoir ces marges de manœuvre et pour cela, je vois 3 points en particulier sur lesquels je rejoins mes collègues. Le premier, c'est déjà que cette réglementation doit être moins coûteuse, moins rigide. Le deuxième, c'est qu'elle doit être proportionnelle et la troisième, arriver au bon moment. Moins coûteuse, moins rigide. Alors, on a un empilement dans le secteur de l'assurance des cadres réglementaires. RGPD, IDD, DORA, les quelques acronymes à la mode du moment. Et ça crée de l'incertitude, ça ralentit l'expérimentation. Pour être en conformité, on doit mobiliser nos équipes, des moyens financiers qui sont quasi disproportionnés sur certains sujets. Juste pour l'illustrer, il y a une dizaine d'années, il y avait à peu près 10 textes qui étaient en discussion sur l'assurance à Bruxelles. Aujourd'hui, on est à plus de 70 textes en discussion. Donc on voit cette inflation réglementaire. Ensuite, la réglementation doit être proportionnée. Pourquoi proportionnée? Pour ne pas entraver le fonctionnement du marché. Là encore, je vais prendre un exemple simple. La réglementation qui encadre la solidité des assureurs, la norme Solvabilité 2, a beaucoup impacté lors de la mise en œuvre les assureurs en mettant un coût en capital, donc une immobilisation de nos fonds propres en face de la classe active action, qui était très important. Donc forcément, les assureurs ont modifié leur allocation d'actifs et ont désensibilisé, ont diminué leur part action. Alors là, ça va être corrigé, 1er janvier 2027. Correction, on voit que c'était disproportionné sur le besoin en capital. On va adapter pour que, et du coup, ce qui permettra aux assureurs de nouveau d'investir directement sur les actions, ce qui est bon, on va dire, pour l'économie. Et enfin, la réglementation doit arriver au bon moment. Alors là, je rejoins tout à fait ce que vous disiez. Prenons l'exemple de l'IA Act. Alors là, on régule avant même qu'on ait commencé à s'occuper du sujet. Donc avant que quelque part la société, les entreprises, le marché s'emparent de ce sujet-là, on a déjà posé le texte réglementaire. Donc c'est sûr qu'à peine le texte déposé, on a dû le modifier parce que forcément pas adapté. Donc c'était, encore une fois, au départ, l'intérêt était louable d'avoir une IA digne de confiance, mais le fait que ce soit posé beaucoup trop en amont, ça entrave l'innovation. Donc oui, la régulation, c'est indispensable, ça permet d'éclairer des zones grises, ça permet de protéger le consommateur, mais il y a 2 conditions qui sont absolument indispensables. Tout d'abord, c'est encadrer le passage à l'échelle, oui, mais surtout ne pas le bloquer et ne pas entraver la compétitivité des acteurs européens. Alors après, vous allez me demander, est-ce qu'on utilise ces marges de manœuvre ? Si vous faites vous-même les questions. Voilà, je fais les questions-réponses. Mais est-ce qu'on utilise ces marges de manœuvre ? Parce que c'est comme ça, une fois qu'on en a. L'assurance, c'est quand même un secteur réglementé et on voit qu'on est tous différents. Donc ça nous pousse à innover dans ce cadre-là. Et c'est vrai que chez CNP Assurance, notre objectif, c'est de repousser les limites de l'assurabilité. Et je vais vous donner un exemple très court. Sur l'assurance emprunteur, on est allé au-delà de la réglementation du droit à l'oubli en permettant aux personnes qui avaient eu un cancer du sein d'accéder dès la fin du traitement thérapeutique à l'assurance emprunteur sans surcoût. Donc voilà un exemple, comment on innove dans ce cadre réglementaire. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous avez dit tous les deux. Moi, je vais me permettre d'ajouter ce que dit le patron de Renault, qui dit qu'un quart du travail de ses ingénieurs en France, c'est d'adapter la norme européenne. Et vous imaginez, on perd donc un quart de la charge intellectuelle de nos ingénieurs juste pour transcrire la norme. Lizzie Org, j'en passe à vous. Vous nous faites le plaisir de venir depuis l'Estonie. Vous dirigez Latitude 59. Est-ce que déjà, vous pouvez nous présenter Latitude 59, qui est une start-up Yes, thank you. Merci, je m'appelle Lizzie. C'est un vrai honneur pour moi que d'être ici, probablement l'une des 2 Estoniennes à ces rencontres. C'est la première fois que je viens ici. J'adore ces rencontres. Par contre, il fait vraiment très chaud. Latitude 59, oui, c'est un peu comme Vivatech chez vous. C'est une start-up phare qui organise des conférences sur la tech en Estonie. Et nous sommes également devenus une plateforme mondiale qui établit des liens entre start-up, investisseurs, décideurs politiques du monde entier.
L'idée, c'est de réunir le monde et les régions nordiques. Alors que faisons-nous? Nous établissons un lien entre eux avec les décideurs politiques, avec les entreprises, avec les investisseurs qui souhaitent aider les startups. Et les startups, moi je représente d'ailleurs le système des startups. Nous, les startups, nous n'aimons pas la réglementation parce qu'elle nous ralentit. On pourra en parler un peu plus tard. Mais ce qui est particulièrement bien chez Latitude 59, c'est que nous travaillons étroitement avec le gouvernement estonien. Et d'ailleurs, je prends aussi la parole au nom de mon pays, qui est 100% numérique. Nous avons un programme de résidence électronique et de nombreux autres programmes qui permettent de mener à bien des activités très facilement. Nous avons 10 licornes, le plus grand nombre de licornes par habitant. Tout cela vient de mon pays. Alors, de l'Estonie, l'une des économies numériques les plus dynamiques. Comment est-ce que les startups vivent la réglementation européenne à l'heure actuelle? Comment la perçoivent-elles? Alors, comme je l'ai dit, l'Estonie est passée au 100% numérique dans les services gouvernementaux. Tout est fait en ligne, l'imposition, le reste. Nous avons un programme de résidence numérique. Nous avons 10 licornes ou plutôt 10 licornes dans notre pays, ce qui est énorme pour un pays d'1,3 million de personnes. En Estonie, lorsqu'une start-up veut travailler en Europe, elle regarde à l'Europe et elle voit qu'il y a 27 marchés et qu'il y a des réglementations diverses et variées, et ça lui rend la tâche difficile. Ça a tendance à la ralentir, alors que par exemple, lorsque vous voulez plutôt passer à l'échelle supérieure et aller aux États-Unis, que là, tout d'un coup, on a accès à 330 millions de personnes du jour au lendemain. Et lorsqu'on veut démarrer une activité depuis l'Estonie et l'installer en France, ça prend beaucoup de temps. Et le temps, c'est justement ce que n'ont pas les startups. Il ne fait donc aucun doute qu'il y a beaucoup à faire pour essayer de créer un marché unique pour les startups. Pour le moment, ces débats n'avancent pas vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à pied d'œuvre sur ce sujet, mais il y a toujours un changement de mentalité qui doit s'opérer. Il faut qu'on laisse les startups faire ce qu'elles font le mieux, c'est-à-dire innover, mettre à l'essai, expérimenter. Et puis ensuite, nous pouvons passer à l'itération, nous pouvons tirer des enseignements et ensuite on réglemente. C'est exactement ce que fait l'Estonie. Français du pari en ligne, vous êtes basé à Bordeaux, vous avez été fondé en 2006, 1,5 milliard de chiffre d'affaires en 2025, une offre de jeu proposée dans 5 pays, entre l'Europe et l'Afrique, 1600 salariés, dont 1200 aujourd'hui en France. Votre vision à vous aussi, quand vous regardez l'Europe, est-ce que la régulation est davantage un avantage compétitif ou une sorte de handicap ? Bah écoutez, je crois que je m'inscris un peu dans ce qui s'est déjà dit. Je crois que souvent la régulation, effectivement, le sujet n'est plus de savoir s'il en faut. Nous-mêmes, quand vous voyez le jeu d'argent, c'est effectivement un secteur. Pourtant, vous n'êtes pas le secteur où tous les acteurs sont d'accord avec ça quand même. Hein. Oui, mais pour autant, c'est plutôt notre position. La régulation, c'est un fait, c'est ce qui est notre mission première. Elle est très large dans le secteur, hein. On en parlait tout à l'heure dans le médicament, chez nous aussi, c'est à peu près à tous les niveaux, jusqu'à la publicité, donc on est sujet à une 50aine de textes, un peu dans tous les sens. Donc est-ce que c'est un avantage compétitif ou un handicap ? Je crois que souvent ça démarre sur une idée qui est celle de créer de la compétitivité. Et puis en fait, on a un talent, je crois, en Europe, c'est qu'on démarre d'une régulation, ou en tout cas d'une idée de régulation en Europe, qui immédiatement descend dans les États, qui eux-mêmes se mettent à interpréter ce texte dans leur approche locale, ce qui fait que très rapidement, vous ne vous retrouvez plus avec un texte finalement européen compétitif, mais avec autant de textes que vous avez de pays dans lesquels vous opérez. Donc c'est notre cas. Aujourd'hui, on a, vous parliez 5 pays, on vient d'acheter notre concurrent en Allemagne, donc nous allons être ravis d'avoir 2 régulations de plus en Allemagne et en Autriche. Et en fait, vous avez déjà ce sujet qui, au bout d'un moment, ce qui était déjà un élément de compétitivité, devient un handicap. Puis après, vous avez le deuxième élément, qui quand vous êtes même dans un pays, et ça c'est le cas par exemple, vous pouvez prendre l'exemple de la France, vous avez la régulation française, vous vous retrouvez dans une situation où la régulation française, elle dépend d'à peu près 6 ministères. Et donc évidemment, vous avez 6 ministères différents qui viennent chacun avec leur point de vue, leur perspective, pour eux-mêmes
finalement transformer, enrichir, On a maintenant une complexifier. ambassadrice du numérique et de l'IA. Oui, alors, ils font Qui logiquement fait ce travail. Alors ils font partie de cet aéropage, mais nous on a le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère du Numérique, on a le ministère de la Santé. Donc vous avez une ribambelle de ministères. Donc en fait, au final, quand vous démarrez, vous êtes parti sur l'idée que ça allait être de la compétitivité, et puis vous finissez finalement avec effectivement un élément d'handicap très important. Le meilleur exemple, il a été donné, je crois que c'est la GDPR. En fait, ça a été conçu Le au départ, RGPD. le RGPD. Ça a été conçu au démarrage pour avoir une unité finalement de la data en Europe. Vous finissez aujourd'hui, vous avez des moyens dans chaque entreprise pour être en capacité d'interpréter et d'opérer la GDPR à la même quantité qu'il y a de pays dans lesquels vous opérez, puisqu'il y a autant de RGPD qu'il y a de pays dans lesquels vous opérez. Donc j'aurais tendance à vous dire que oui, c'est un élément de compétitivité, mais assez rapidement, on a le talent de le transformer en une succession de handicaps où finalement, on finit par avoir la situation la plus naturelle qui sont les plus gros arrivent à mieux à s'adapter parce qu'effectivement, ça a été dit, c'est un coût qui est énorme en fait. Ben justement, on va regarder du côté des plus gros avec vous, Jacques-Philippe Gunther. Latman & Watkins, c'est 4000 avocats. Vous êtes le deuxième plus gros cabinet d'avocats au monde. Vous faites plus de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Vous conseillez bien évidemment des entreprises de tout secteur. Vous êtes vous-même spécialiste et grand spécialiste des règles de concurrence en Europe, notamment tout ce qui est la question des trusts et toute la question des règles de concurrence, notamment quand deux entreprises veulent fusionner ensemble en Europe. J'aimerais aussi avoir votre avis sur une question un peu similaire, mais selon vous, qu'est-ce qui distingue un peu la bonne réglementation qui, comme le disait Olivier, stimulerait l'innovation, finalement d'une mauvaise réglementation qui pourrait finir par la décourager? Alors d'abord, j'observe que le leitmotiv de quasiment toutes les sessions depuis 2 jours est exactement le même, c'est-à-dire l'Europe est en train de plonger parce que l'Europe n'a pas su ou a suranticipé, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, des règles de concurrence et une analyse des restrictions de concurrence de façon extrêmement rigoureuse, ce qui a paralysé un grand nombre de secteurs de l'économie et qui contribue à ce que la situation d'un grand nombre d'industries et de services en Europe soit en décalage, pour rester mesuré, par rapport à ce qui se passe dans d'autres zones du monde. Une bonne réglementation antitrust, c'est une réglementation qui n'est pas autonome, c'est-à-dire c'est une réglementation qui est l'accessoire d'une politique industrielle. Or, on a fait exactement l'inverse en Europe, depuis 1957, et on a fait la même chose dans un certain nombre de pays, c'est-à-dire que c'est une politique de concurrence en tant que telle, la concurrence pure et parfaite, le modèle de concurrence pur et parfait, alors que la concurrence doit être l'outil, l'accessoire de la politique industrielle. Et quand vous parliez de politique industrielle il y a 10 ans, on vous riait au nez, on vous disait « mais la Pravda, c'est pas ici, le plan, c'est terminé ». En réalité, on a cruellement manqué d'une vision industrielle et on a érigé une politique de concurrence beaucoup trop importante. Une réglementation intelligente, c'est une réglementation qui sait évoluer. Le règlement concentration a 35 ans. Je me souviens, j'ai commencé ma carrière à Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur du règlement. L'analyse, les grilles d'analyse des opérations horizontales ou verticales, ça a à peu près 20 ans. On ne s'est pas posé la question pendant 20 ans, on a vu les trains passer, on a interdit des opérations, on a littéralement décapité un certain nombre d'entreprises qui proposaient de racheter des concurrents et on leur a imposé des mesures qu'on appelle des remèdes structurels, c'est-à-dire vous voulez faire telle opération, ok, alors vous allez revendre tel actif, vous allez revendre tel actif. Ce faisant, on perdait la moitié des synergies. Troisièmement, ce qui me rend triste, c'est qu'il existe, dans la réglementation actuelle, il existe des outils pour considérer qu'une opération peut être autorisée si elle génère des gains d'efficience. Et donc, vous devez démontrer que l'opération, voilà, ça ne crée pas seulement des synergies, mais ça permet de créer des gains d'efficience qui vont ensuite financer l'innovation. Bon, il y a des outils. En 20 ans, il n'y a pas un cas, dans lequel la Commission aurait dit « oui, il y a une restriction de concurrence, c'est vrai, mais c'est compensé par des gains d'efficience ». Pas un cas, d'accord ? Et donc ça appelle quand même à une forme de réflexion. Pour être tout à fait honnête,
l'analyse du côté de l'autorité française de la concurrence est moins rigoureuse. Ça dépend des dossiers. Hein. Alors, c'est vrai, mais je prends un exemple. Si vous regardez le dossier TF1 M6, certains ont considéré que c'était pas super moderne quand même. Hein. Alors, c'est arrivé trop tôt. L'analyse de TF1... Ça va revenir, ils vont avoir la chance d'un deuxième coup. TF1 M6 demain, je pense que c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que les marchés ont évolué, parce que l'autorité a évolué sur, par exemple, est-ce que le linéaire et le non linéaire sont des marchés différents? Non. Quand on rentre chez soi, on regarde la télé, on peut regarder LCI ou BFM ou TF1 ou Netflix. Et donc le linéaire et le non linéaire, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais là, je suis en train de plaider un dossier. Donc, de ce point de vue, en France, on a autorisé d'une certaine façon des opérations, non pas avec des remèdes structurels, c'est-à-dire doit revendre une partie, mais ce qu'on appelle des engagements comportementaux. Voilà. Et donc ça a été pas mal d'opérations dans les médias notamment, des dossiers Canal+, Canalsat, où des engagements ont permis d'éviter des cessions. Alors, je disais tout à l'heure, il existe des outils en droit européen pour regarder les gains d'efficience. Là aussi, pour être complètement objectif, la plupart du temps, les entreprises ont un peu de mal à justifier les gains d'efficience en amont d'une opération. Et on sait à peu près combien il y a de synergie, on sait à peu près combien ça crée de valeur, mais les gains d'efficience, c'est un peu plus compliqué à chiffrer. Donc la Commission a pu souvent dire, je suis désolé, vous avez peut-être un bon dossier, mais il n'y a pas d'éléments suffisants dans votre dossier, donc je ne peux pas l'accepter comme tel. En revanche, la grille d'analyse aujourd'hui est assez invraisemblable, puisque la Commission dit, OK, vous avez des gains d'efficience. Est-ce que ces gains d'efficience viennent compenser les restrictions de concurrence? Et donc, au lieu d'examiner les gains d'efficience en tant que tels, la Commission va essayer de mesurer si, oui ou non, ça vient compenser des restrictions de concurrence. Évidemment, à ce jeu, on perd tout le temps. C'est-à-dire que la Commission a systématiquement conclu, bah non, désolé, les gains d'efficience ne sont pas suffisants. Et donc, c'est absurde parce qu'on fait une opération de concentration, on fait une acquisition pour se donner les moyens de créer des synergies, de gagner, de réduire des coûts fixes, des coûts variables et permettre ensuite d'innover. Et donc ça, c'est un peu regrettable. J'en finis par deux exemples très tristes, mais qui illustrent le propos de précédent. Deux opérations. La première, opération Dow-Dupont, dans le domaine de la chimie. L'opération est autorisée par la Commission à condition que... Alors je vais vous dire, ça nous fait pas mal, parce que c'était deux trucs américains, donc à la limite, on peut dire, c'est très bien pour nous. Mais regardez la stupidité du raisonnement. L'opération va créer sur le marché de la R&D, dans tel secteur, un renforcement de position dominante inacceptable. Et donc elle impose à Dow de céder tout le pôle R&D à un concurrent. Ce qui est totalement absurde. C'est-à-dire que la valeur ajoutée d'une opération comme ça, c'est aussi de mettre la main sur la R&D du concurrent. Et deuxième illustration, et j'en termine par là, c'est dans le secteur pharmaceutique, enfin en tous les cas des tests médicaux. Vous vous souvenez de cette opération un peu retentissante Illumina Grail, qui a été interdite par la Commission. On n'a ni plus ni moins qu'interdit le rachat d'une société américaine avec des activités en France, une start-up qui a un brevet phénoménal qui permet de détecter, avec une seule prise de sang, je crois, 30 ou 40 types de cancers. D'accord ? L'opération est interdite par la Commission parce qu'elle dit c'est un opérateur en position dominante qui a une forte position dans le séquençage des tests. Si le plus gros séquenceur de tests rachète un acteur qui a un test extrêmement utile et extrêmement innovant, ça risque de fermer le marché et donc j'interdis l'opération. Et donc vous voyez, quand la réglementation concurrence est appliquée sans perspective industrielle, on va au-devant d'aberrations de ce type-là. Alors maintenant qu'on a basé le concept, bien évidemment,
personne n'a respecté la règle d'essayer de tenir son timing. Donc je ne sais pas si on va réussir à faire nos 3 tours de table, mais on va au moins essayer d'en faire 2. Olivier, je redébute avec vous. Vous défendez, on l'a entendu, l'idée d'une régulation au service de l'innovation. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple le plus concret possible où une règle bien conçue vous a permis d'innover davantage et, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est quand même le but de ce que vous faites, pour l'avantage du patient? Alors peut-être, je vais rebondir juste sur une chose. Vous avez le droit. Voilà, le rapport Draghi avait été extrêmement clair parce qu'il parlait d'un mot-clé, il disait une fragmentation de la régulation au sein de la communauté. Il n'y a pas d'actions fortes qui ont été prises au regard de ce rapport qui était quand même essentiel pour permettre d'innover encore plus au sein de la communauté européenne. Une fois qu'on dit ça, je pense qu'il faut distinguer 2 choses dans le domaine de la santé en matière de régulation. Il y a ce que j'appellerais la régulation de protection des patients. C'est celle qui va créer ce lien de confiance. Et là, il n'y a pas de discussion. La qualité du produit, la pharmacovigilance et d'autres régulations. Parce que, in fine, c'est la santé du patient, c'est la santé de l'ensemble des personnes qui bénéficient des traitements qui doivent être protégés. En revanche, et je vais vous donner des exemples, il y a une régulation qu'on pourrait parler de compétitivité, et il y a beaucoup d'exemples européens qui mériteraient d'être repris, notamment en France, ou des exemples que l'on voit dans le monde et qui mériteraient d'être repris en France. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque vous avez un médicament qui est tellement innovant qu'il n'a pas de comparateur, ça n'existe pas. Il n'a pas de comparateur dans le monde. Peut-être qu'il n'y a pas de comparateur, c'est que c'est la première fois que ce médicament arrive et donc on ne peut pas le comparer à quelque chose d'existant. Dans le domaine de la cancérologie, vous avez un médicament qui arrive et les seuls traitements qui existaient, c'était soit de la chimio, soit de la radiothérapie. Donc c'est un traitement et là, contre vous le avez glaucome, c'est ça ? un traitement qui arrive et qui évite chimio et la radiothérapie. Comme il n'y a pas de comparateur, la doctrine dit « Ah mais moi, je ne connais pas, voire je vous donne un avantage du service médical rendu faible. » Alors que le médicament est déjà sur le marché aux États-Unis, dans d'autres pays, et a prouvé son efficacité, parce qu'il est déjà avec des données en vie réelle. Non seulement clinique, mais en vie réelle. Là, on est dans la régulation, on est dans une doctrine. Mais le pire, c'est que l'on prive des patients d'accès à ces traitements extrêmement innovants. Deuxième exemple, mais peut-être macro. Aujourd'hui, en France, 30% des médicaments innovants approuvés par l'Agence européenne de médicaments ne sont pas disponibles dans les 2 ans de l'approbation par l'agence. C'est multifactoriel. 2 ans. La raison principale, c'est que vous n'arrivez pas à fixer avec les autorités un prix qui vous permette notamment de financer l'innovation. C'est un des paramètres. Oui. Il y a le prix, le remboursement, la doctrine, où on n'est pas d'accord sur les labels. Par exemple, alors un label régulation, un label qui est validé aux États-Unis, un label qui est validé au Japon. Pourquoi nous n'aurions pas le même label en France ? Les études cliniques sont les mêmes. Donc c'est de la norme, c'est de la régulation. Voilà des exemples très concrets à la lumière de ce que je viens de vous dire. Mais en termes de concurrence, ça se traduit par quoi ? Eh bien aujourd'hui, malheureusement, des laboratoires qui décident étrangers de ne pas lancer leurs médicaments en France, trop long, trop coûteux, prix remboursement notamment, et ils n'acceptent pas de rentrer dans cette logique. Je rappelle une chose, un médicament, avant même qu'il arrive sur le marché, c'est 2 milliards. 2 milliards de frais de R&D. C'est donc à risque que nous prenons, les frais de développement. 2 milliards. Eh bien, s'il y a une très grosse incertitude sur le retour sur l'investissement qui a été réalisé, parce que la compétitivité ne permet pas ce retour, à ce moment-là, certains laboratoires décident de ne pas lancer. Ça, c'est quand même inquiétant. Et typiquement, si on prend votre exemple, vous venez de faire là encore une très grosse acquisition aux États-Unis. Est-ce que demain, vous vous dites, je suis un groupe français, mais je ne sortirai qu'aux États-Unis ou en Chine à cause de cette régulation? Aujourd'hui, j'ai besoin d'être aux États-Unis, j'ai besoin d'être en Europe, parce qu'il y a une excellence de science dans ces 2 pays, et j'ai besoin d'être en Chine. Dans chacun des pays, la régulation est la même. Qualité, on ne la discute pas. Pharmacovigilante, on ne la discute pas. En revanche, avoir des études cliniques plus rapides. Aujourd'hui, c'est la Chine qui, dans le monde, fait les études de phase 1 le plus vite et le moins cher. Grâce à l'IA notamment. Grâce à l'IA et au nombre de patients qui sont dans les hôpitaux et à la consolidation des datas, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, en Italie, il y a des leaders
de la production de médicaments en biotechnologie. Parce qu'il y a 10 ans, ils ont incité avec de l'attractivité à le faire. Aujourd'hui, dans les pays nordiques, le partage de la data avec les compagnies d'assurance, avec les patients, est quelque chose de naturel. Donc toutes les solutions existent au sein de la communauté. Pourquoi nous ne nous inspirons pas de ces solutions qui sont vraiment use cases qui marchent en France pour être encore plus innovants, encore plus compétitifs. Donc en fait, on a besoin d'une coopération vraiment stratégique qui doit transcender les positions géopolitiques au moins ou politiques au sein de la communauté, tout simplement pour permettre aux patients européens d'avoir accès aux innovations le plus vite possible. Marie-Aude, j'en arrive à vous. Vous êtes un peu sur la même ligne qu'Olivier sur cette question. Vous le dites, pour qu'on puisse financer l'innovation, vous m'avez dit on a besoin d'un cadre propice aux investissements de long terme. Il faut aussi que la régulation ne change pas tous les 2 jours. C'est exactement ça. On a besoin, et là je pense que les assureurs ont un rôle important à jouer, encore plus important dans les années à venir, en tant qu'investisseurs de long terme. Alors pourquoi en tant qu'investisseur de long terme ? Aujourd'hui, un assureur a deux métiers, assurer et investir. Alors, assurer à travers nos produits, l'assurance vie, le PER, on collecte, on mobilise l'épargne longue. Et donc, derrière, on investit, vous le rappeliez, pour CNP Assurance, c'est 400 milliards d'euros qui sont investis à 85% en Europe dans l'économie européenne. Et donc, ça a un rôle clé, on le voit bien, dans le financement, la compétitivité de nos entreprises. Dernier exemple en date, le programme gouvernemental TIBI. Donc TIBI, l'objectif, c'est quand même de créer des champions européens autour de la santé, de la défense, de la transition, des enjeux de souveraineté numérique. Donc on voit tous les enjeux du moment. On a investi de notre côté plus de 3 milliards d'euros depuis 2019 sur ces programmes TIBI. Et je pense que c'est un vrai moyen justement d'orienter les politiques publiques sur les enjeux de souveraineté. Et on voit que pour qu'on continue et qu'on puisse investir sur le long terme, on a besoin de ce cadre réglementaire stable. Et donc c'est vrai que j'ai un message qui me tient à cœur parce qu'on voit bien que dans les mois à venir, on a un risque relativement important de voir fleurir de bonnes idées sur le cadre fiscal, en particulier de l'assurance vie. Je vois que vous voyez où je veux en venir. Il y a le ministre de l'économie dans 25 minutes, si vous voulez aller lui poser quelques questions dans l'amphi principal. Mais hier, le Premier ministre a été très clair. Logiquement, pas trop de taxes en plus et surtout un budget. C'est ce qu'il a demandé. Mais c'est important parce que ce cadre fiscal stable, c'est ce qui nous permet de maintenir ces investissements sur le long terme. Et donc, au final, c'est ce qui va nous permettre de protéger les entreprises européennes et vraiment d'agir pour la souveraineté. Peut-être une question en plus pour vous, Marie-Aude Thépeau, avant d'en arriver à Lizy. Il y a quand même un sujet de fond qui concerne votre secteur et qui est un bon exemple de la tension entre protection et innovation, et ça nous concerne vraiment tous. C'est ce qu'on appelle en France la mutualisation des risques, et ça, peut-être que ça peut être remis en cause un jour au regard de tout ce que vous venez de dire. Oui, alors la mutualisation des risques, c'est vrai que c'est un principe fondateur, un principe de solidarité de l'assurance. Et en fait, ça veut dire quoi ? La mutualisation, ça nous permet d'assurer chacun avec des tarifs qui sont accessibles à tous. Alors la mutualisation, elle est au cœur aujourd'hui de cette tension entre protection et innovation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, de la data, et donc ça nous permet de segmenter toujours plus le risque. Mais donc ça va conduire à des tarifs qui sont de plus en plus individualisés. Ce qui fait qu'on va exclure, à un moment donné, une partie de la population, évidemment la plus vulnérable, en privant un accès à des garanties qui sont socialement essentielles, et donc restreindre l'accès à l'assurance. Alors que l'innovation, elle doit faire l'inverse. Elle doit permettre d'améliorer l'inclusion, surtout pour ces personnes les plus vulnérables. C'est la vision que nous défendons dans notre groupe. Alors autant on a parlé de marge de manœuvre, de stabilité du cadre réglementaire, mais là c'est un sujet où le régulateur, quelque part, doit protéger cette mutualisation des risques. Et derrière ce sujet d'innovation et de régulation, en fait, la vraie question, c'est le modèle de société que nous voulons défendre. Et pour nous, CNP Assurance, ça passe par pouvoir garantir l'assurabilité du plus grand nombre et pouvoir protéger nos investissements
pour financer les grands champions de demain au service de la souveraineté. Lizzie Org, si l'Europe ne devait changer qu'une seule chose pour devenir le meilleur endroit au monde ou créer une start-up, ce serait quelle bonne idée à mettre en place? C'est ma dernière question. Je pense au marché unique numérique pour les startups. Je pense que ce sera plus simple pour les startups de faire ce qu'elles font le mieux. Et cela vaut pour l'assurance, la santé, l'assurance. Les startups sont partout dans tous les secteurs. On a besoin d'elles et on veut qu'elles innovent plus rapidement. Et je pense que le marché numérique unique aidera beaucoup. Ça prendra du temps, mais l'Estonie a montré que les infrastructures numériques peuvent aider. L'Union européenne doit juste changer de mentalité. Elle a besoin de politiques qui promeuvent cette idée. Et l'Estonie a de grands exemples à mettre en avant. Le gouvernement veut accélérer le programme Estonia, selon lequel les entreprises peuvent mettre leurs folles idées à l'essai. On réalise le tout dans un environnement contrôlé. On les laisse donner libre cours à leurs folles idées. On les aide à tester et on ne réglemente pas tout de suite. On essaie d'apprendre des essais, de reproduire, de faire une pause. Et il y a eu un programme qui a été testé dans un environnement urbain. On a eu notamment des véhicules autonomes. Il y en a qui circulent déjà en Estonie. Et c'est, je pense, un processus nécessaire pour les startups. Je pense que de nombreux pays européens procèdent de manière différente. C'est triste. Et il y a autre chose qui va beaucoup changer et dont tout le monde parle. Et cette chose, elle va affecter toutes les industries, toutes les startups. Et c'est l'IA, bien entendu. En Estonie, les représentants du gouvernement utilisent des agents basés sur l'IA pour déterminer comment travailler avec eux. Ainsi, leur réglementation proviendra de leur connaissance et non pas de la peur ni de l'incertitude. Donc les responsables essaient de s'informer. Et en janvier, l'Estonie a lancé AI Leap. C'est un programme pour les jeunes de 16 et 17 ans afin qu'ils puissent véritablement apprendre à utiliser l'IA. On ne peut pas profiter d'un écosystème innovant si nos jeunes ne savent pas comment utiliser l'IA de manière éthique. Et je sais que beaucoup de critiques se sont élevées dans d'autres pays, alors je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise solution. Mais pour ce qui est des startups, le marché numérique unique pourrait faciliter l'innovation. Il y a 27 pays dans l'Union européenne, donc le marché unique, c'est bien car les startups doivent avoir un point de vue international et elles ne peuvent pas procéder autrement. En tout cas, je pense que c'est pour ça que l'on a autant de succès avec nos 10 licornes en Estonie. Car nos licornes ont eu une approche internationale dès le début. Et on voit ici que l'Union européenne est fragmentée avec 27 pays. Et si on voit ça, on peut avoir envie d'aller chercher d'autres pays. Mais on ne veut pas que nos startups s'en aillent. Donc il faut changer la donne. Il y a un brin notamment sur comment pas le plus jeune âge justement, c'est bien ce qu'elle a expliqué, les 16 et 17 ans qui travaillent justement sur l'IA. L'Europe a choisi, et je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, je crois que c'est Mario, a choisi de réguler très tôt l'intelligence artificielle. Est-ce que plus largement on n'a pas tendance parfois en Europe à vouloir encadrer les innovations avant même qu'elles aient eu le temps de grandir, et votre marché en est peut-être le meilleur exemple aussi? Oui, je crois que c'est un risque, c'est assez souvent une réalité. Je pense que
on passe beaucoup de temps à essayer de définir la bonne règle, plutôt que de définir est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est la bonne manière. Donc on est obsédé par chercher quelle est la bonne règle en fait. Et donc oui, la réalité c'est que l'IA, je pense que c'est le bon exemple. On n'a même pas pensé industriellement en Europe comment développer des champions, créer une filière, avoir des talents, et on est déjà à réguler. Mais pour une raison simple, je pense que c'était la même chose sur la GDPR, même si on raconte qu'on voulait un marché unique, etc. C'est qu'en fait aujourd'hui on subit ça. La plupart du temps, ces régulations, elles arrivent parce qu'on subit. L'innovation a été créée ailleurs. Et en fait, elle déferle chez nous et on en a peur. Donc immédiatement... Donc vous dites finalement on est réglementé parce qu'on est nul. C'est ça que vous voulez dire parce qu'on n'est pas innovant dès le démarrage. Mais en tout cas, le manque de politique industrielle tel que ça a été élaboré, décrit avant, fait qu'effectivement, on voit déferler des innovations qui ne sont pas créées en Europe. Et donc, de facto, on se dit il faut mettre une règle. Et on pense à la règle. Et est-ce que, indépendamment du fait que ce soit le bon moment ou la bonne manière, et encore une fois, je pense que l'IA, on est un brillant exemple. On va être dans un rétropédalage probablement monstrueux. Sinon, l'IA, ça se fera en Chine, ça va se faire aux États-Unis parce que c'est déjà le cas. Je suis pas sûr qu'il faille utiliser le futur. Hein, oui, on est d'accord, on est bien d'accord. Enfin, c'est sûr que ça ne se fera pas chez nous. Ce qui est aussi intéressant dans votre cas particulier, c'est que vous êtes souvent confronté à des concurrents qui, eux, ne jouent pas du tout avec les mêmes règles que vous. Comment, du coup, une entreprise européenne peut rester compétitive lorsque ses concurrents, eux, évoluent dans quelque chose de moins restreint, même si on voit que malgré tout, vous faites partie des grands noms quand même du pari au monde aujourd'hui. Après, encore une fois, si je regarde notre secteur aujourd'hui, effectivement, on fait partie des grands noms, on fait 4 milliards de chiffre d'affaires en Europe, donc évidemment, on fait partie des grands noms. Mais enfin, il y a une réalité, c'est qu'on a une grande qualité, je pense, en Europe, c'est une fois qu'on a mis la règle, on passe notre temps à être obsédé par ceux qui sont assujettis à cette règle. Donc, quand vous prenez le secteur des jeux d'argent aujourd'hui, on passe notre temps à discuter de ceux que l'on a sous la main et qui obéissent aux règles. Et en fait, il y a un constat aujourd'hui auquel on est confronté, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié du secteur des jeux en ligne en France est aujourd'hui illégal. En fait, vous avez aujourd'hui, ça se sait peu, puisqu'on en fait peu la publicité, à mon grand regret, mais aujourd'hui, vous avez 4 millions de joueurs qui jouent en France. Moi, j'ai l'impression de voir que des pubs BetClick dans le métro à Paris. Je suis ravi, partout. Je suis ravi que vous les ayez vus, mais il se trouve que ça ne suffit pas parce que vous avez entre 3 et 4 millions de Français qui jouent par ailleurs sur d'autres offres plus simples, plus faciles. Donc évidemment, quand vous avez cette régulation et quand vous avez cette concurrence déloyale, vous n'avez pas trop le choix. Vous devez vous aussi innover pour essayer de garder le train, travailler la confiance de la régulation, c'est important et ça, c'est pas facile. Et puis en fait, il y a un grand élément et c'est un peu souvent pour la raison pour laquelle on se retrouve aussi à Aix, il faut faire beaucoup de pédagogie auprès de nos décideurs qui n'ont pas toujours très conscience du champ de l'invisible. Je suis pas sûr qu'ils soient venus aujourd'hui pour ça. J'ai l'impression qu'ils sont plus en campagne que pour faire de la pédagogie. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Jacques-Philippe Gunters, tout à l'heure, vous nous avez complètement déprimés parce que vraiment, c'était on va là aussi tous mourir, on fait tous n'importe quoi. Mais vous avez des bonnes nouvelles. Vous êtes venu avec les 2-3 évolutions européennes qui vous semblent aujourd'hui les plus prometteuses pour justement concilier innovation et protection. Alors, c'est juste, ça, un peu le détonateur a été l'affaire Siemens-Alstom qui a quand même créé un grand choc en Europe, l'interdiction d'une opération qui présentait pourtant énormément de vertus. Et à la suite de cette interdiction, les gouvernements, notamment français, allemands, polonais, l'inspection des finances, bref, tout le monde a beaucoup réfléchi et s'est dit on doit modifier l'analyse des règles de concentration. Là-dessus, rapport Draghi, rapport Letta, discours de Madame von der Leyen, la nouvelle commissaire Ribeira, bref, tout ça va un peu dans le même sens de et si on arrêtait de s'auto-flageller, et si on réfléchissait un peu à la prise en compte des gains d'efficience dans une opération de concentration. Et c'est ce que dit Draghi. En gros, Draghi nous dit il faut regarder le potentiel d'innovation possible dans un certain nombre de secteurs et se concentrer sur ces secteurs pour les pousser ensuite. Donc, effectivement, la Commission a publié au mois d'avril des lignes directrices, un projet de ligne directrice permettant de comprendre un peu mieux comment des opérations qui ont un potentiel d'innovation, comment ces opérations pourraient être prises en compte. Et donc là, la Commission nous dit je suis prête à privilégier l'innovation et l'investissement, donc je suis prêt à regarder de façon plus positive.
je suis prête à faire cet exercice en amont des opérations, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire attendre quasiment la fin d'une opération pour voir si les quelques gains d'efficience peuvent compenser ou pas les problèmes de concurrence. Donc c'est une analyse dès le départ. Et c'est ce qu'on appelle la theory of benefit, c'est-à-dire la possibilité d'advocacy, pardon tous ces termes anglais, mais de monter un cas permettant... C'est un peu ce qu'a fait pour le dossier SFR. Alors, exactement, c'est en fait un peu autour de ces idées-là que se profile l'analyse de l'opération Bouygues, Iliad, Orange sur SFR, dont on ne sait pas à l'heure qu'il est si elle relèvera de la Commission européenne ou de l'autorité. Logiquement, ça va aller à l'Europe à cause d'Orange et d'Iliad, non ? Je ne peux pas en dire plus, mais ce sera réglé assez vite, je pense. Et donc, ce point-là. Enfin, je pense que ce sera réglé assez vite, mais ce qui est intéressant, c'est que devant la Commission, d'ores et déjà, il y a 2 opérations à suivre avec intérêt. Un, c'est l'opération dans les satellites. C'est l'opération de constellation entre et réunification des activités satellites de Thales, de Airbus et de Leonardo en Italie. C'est un gros test devant la Commission. Et numéro 2, c'est l'opération effectivement des télécoms en France. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, à la lumière de ce que vous avez décrit tout à l'heure et de ce qu'on observe avec effarement aux États-Unis ou en Chine, est-ce que ça suffit? Et donc je vous donne 2 exemples et vous allez voir que les bonnes nouvelles sont soit complètement réchauffées, soit pas du tout des bonnes nouvelles. 2 exemples. Premier exemple, dans le secteur évidemment des voitures électriques. Le gouvernement chinois dit... Il y a 18 constructeurs de véhicules électriques en Chine. Le gouvernement chinois dit « Vous allez tous, vous les 18, vous allez tous retenir la solution de Huawei pour installer la 5G dans les voitures électriques. » Il n'y a pas le choix, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, il n'y a pas une interdiction pour les concurrents de se parler. Non, les 18, ils vont comme un seul homme. Et ils utilisent les mêmes normes de production pour pouvoir fusionner plus facilement. Hein. Évidemment. Et deuxième exemple, les mêmes constructeurs de voitures électriques se font dire par le gouvernement chinois, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on finance un peu les voitures électriques, voilà la whitelist des fabricants de batteries. Si vous équipez vos véhicules avec un de ces fabricants, il y en a très peu, à ce moment-là, on financera vos véhicules. Sinon, tant pis pour vous. Donc évidemment, l'incitation, elle est monumentale à utiliser les batteries, etc. Et donc, moyennant quoi, chaque année, le chiffre d'affaires des constructeurs de batteries chinois double. 2, 6, 12, etc. Voilà quelques exemples de la nature des mesures qu'il faudrait prendre pour que petit à petit, on essaie de résorber l'écart. Donc, on est sur la bonne voie, mais c'est... Ouais, si je résume, on est sur la bonne voie, mais on n'a toujours pas pris les bonnes décisions. On prend une question très très rapide de la salle, s'il y en a une. S'il n'y en a pas, ça nous arrange parce qu'on est à la bourre. Hop, dernier mot, et bien parfait. Xavier Jarinvel, c'est vous qui, comme d'habitude, Olivier, vous acceptez de prêter votre micro. C'est la réglementation propre aux rencontres économiques d'Aix. C'est à vous que... Merci beaucoup à tous pour ces réflexions très très riches. Moi j'en retiens quand même une chose, c'est qu'il y a déjà plein de solutions possibles sur la table, que vous avez chacun illustrées dans vos domaines d'expertise. Donc, peut-être juste pour rappeler celles qui m'ont le plus frappé, il y a d'abord un agenda européen. Vous avez beaucoup parlé du rapport Draghi avec l'enjeu de fragmentation des marchés. Et vous avez mis en avant l'idée du marché vraiment unique du point de vue de la régulation, et ce qui pourrait notamment commencer par un accent mis sur les startups, pour que les startups aient un environnement réglementaire beaucoup plus simple. Ça, c'est un premier point essentiel au niveau européen. Et il y a aussi le problème de la surtransposition, c'est-à-dire qu'on a une réglementation qui vient de l'UE, mais ensuite qui est diffracté de différentes manières en droit national, et donc ça, ce serait un enjeu important d'avoir un processus plus homogène en la matière. Surtransposé, absolument. Donc le premier élément, c'est européen, et vous avez aussi donné plusieurs exemples en droit national. Vous avez évoqué l'enjeu des études cliniques plus rapides, avec des exemples tirés de l'Italie, tirés des pays nordiques. On a parlé pour l'assurance du programme TIBI, qui est une initiative française
qui est d'ailleurs en partie en train d'être généralisé au niveau européen, qui est encore quand même d'une ampleur assez limitée, mais qui va tout à fait dans le bon sens. Et l'enjeu plus général de simplification. On avait parlé de la RGPD, qui était censée être un outil de compétitivité, et qui ensuite est devenu un outil plutôt de complexité. Donc ça fait au moins 6 propositions relativement précises, à la fois au niveau européen et au niveau français, que vous pouvez aller répéter aux oreilles des nombreux candidats qui se cachent dans les différentes tentes et peut-être au cocktail pour ceux qui pourront y aller. Donc on vous remercie pour votre présence et surtout on remercie tous les intervenants. En effet, on peut applaudir Olivier Leroux, Marie-Aude Thépeau, Lise Yorg, Jacques-Philippe Gunther et Julien Brun. Julien Brun, peut-être le dernier mot pour vous. Il y a quand même des paris encore ce soir, il y a des matchs. Ah oui, Ça marche déjà les matchs oui, là oui. Alors ça marche très bien, bon. Ça marche très bien. Contre toute attente, je crois que tout le monde se demandait si on se lèverait à 2h du matin, 3h du matin. Faut être rassuré, les supporters se lèvent jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Il y avait 5 millions de Français devant France-Irak à 2h30 du matin, donc c'est dire à quel point il y a de l'intérêt. Donc ce soir, on parie sur quoi? Alors ce soir, il y a l'Argentine qui joue contre Cap-Vert. Alors parier sur l'Argentine parce que aujourd'hui c'est la finale la plus probable pour les parieurs. Donc c'est la revanche de la précédente Coupe du Monde. Les parieurs pensent qu'effectivement la prochaine finale se opposera à la France à l'Argentine, avec cette fois évidemment une victoire de la France. Merci à vous toutes et tous.